Répartition des charges de la maison, de la famille. Comment équilibrer ces différentes tâches entre les membres de la famille et que ça coule de façon harmonieuse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À tout de suite! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de ce sujet qui fâche. Il paraît que c'est l'une des causes premières des tensions dans les familles, dans les couples. Comment se répartir les charges du quotidien de façon à ce que chacun puisse se sentir écouté et entendu et que ce soit fluide. Je suis Nadège Fassi, auteure, thérapeute holistique, accompagnante du féminin et enseignante en parentalité. J'accompagne les femmes à se libérer de leurs blocages et de leurs conditionnements afin qu'elles puissent prendre leur place dans leur vie et se sentir connectées à leur vraie nature qui pour moi est divine et épanouie et puissante. Aujourd'hui, je réponds à la question de l'une d'entre vous. Je vous lis son petit message. Comment se répartir au mieux les charges de la maison, enfants, repas, ménage, machine, pour éviter les tensions, les remarques, etc., malgré le travail, la fatigue de chacun. On a parfois l'impression qu'on fait plus que l'autre et puis on attend que l'autre renvoie la pareille et ce n'est pas forcément le cas. Et parfois même, on se braque et ça finit en dispute. Quelles sont tes astuces? J'ai beaucoup souri en lisant ce message parce que ça a fait écho en moi à quelque chose que moi j'ai vécu au début de mon mariage. Je le partagerai en toute fin de vidéo parce que je trouve que c'est un éclairage super important. Donc reste avec moi jusqu'au bout parce que je te partagerai non seulement une partie de mon histoire personnelle, mais aussi c'est une clé hyper puissante. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 7 clés que je trouve très sympa. Je serais ravie de te lire en commentaire comment ça se passe dans ton foyer à toi, qu'est-ce que ça a mis en place comme prise de conscience pour toi et que vas-tu mettre en place aujourd'hui. Je serais ravie de te lire en commentaire. Et si cette vidéo te parle, évidemment que tu n'hésites pas à la partager, à liker, à commenter. C'est une façon d'encourager mon travail, de me donner envie de tourner ces vidéos pour toi et puis de me sentir aussi que je contribue à apporter plus de paix et d'amour dans ton quotidien. Donc, pour moi, la première clé, vraiment, c'est de convoquer une réunion de couple, une réunion de famille. C'est une clé que je répète encore et encore. En cas de tension, de désaccord, ou quand ça ne va pas, quel que soit le domaine, c'est vraiment de convoquer une réunion de couple. Alors, que fait-on dans une réunion de couple? Je vais inviter chacun des conjoints, chacun des participants. Cette fois-ci, pour une fois, les enfants ne sont pas forcément invités dans cette première partie. Chacun va aller voir un peu déjà, comment ça se passe pour lui en fait, quelle est sa vision. Par rapport à cette réunion de couple, je tiens à préciser que idéalement on en fait 3 fois dans l'année. Donc on se retrouve pour une demi-heure, une heure, parfois plus, pour échanger un peu sur la logistique du quotidien, comment est-ce que chacun ressent, comment il ressent son implication dans le couple, est-ce que tout va bien, on prend un peu la température de son bien-être. Ensuite, on va aller peut-être organiser des réunions spéciales, des sommets spéciaux pour chaque changement de vie. Quand il y a un bébé, un déménagement, quand il y a une opération, une maladie, on organise une réunion où on va prendre le temps de poser les mots sur ce qui se passe. C'est hyper important. La deuxième clé pour moi ici aujourd'hui, c'est d'inviter chaque membre du couple à poser ses mots sur ce qui ne va pas. Tiens, on se dispute beaucoup par rapport à la poubelle, par rapport au linge, par rapport au repassage, par rapport aux activités des enfants. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Et on va ici aller dans cette deuxième étape, faire la liste de tout ce que chacun fait. Oui, tout ce que chacun fait au sujet des courses, des repas, des bains, des activités des enfants, du ménage, tout ce qui concerne la logistique familiale. Quelles sont ces tâches que nous faisons? Parce que parfois,
chaque personne a l'impression qu'il en fait plus ou chacun peut ne pas voir les tâches que font l'autre. Donc, on met tout à plat ici. On fait la liste. On peut prendre le temps de faire la liste sur plusieurs jours. Que tout ce qu'on fait soit étalé. La troisième clé pour moi, c'est d'aller alléger. Oui, on va alléger. Qu'est-ce qu'on peut arrêter de faire? Qu'est-ce qu'on peut arrêter de faire pour se prendre moins la tête? Quels sont ces espaces de tension récurrents qui reviennent en fait? Qu'est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on fait moins? Quatrième clé, on s'engage. On s'engage à poser des actions, à décider qui fait quoi. Il ne s'agit pas, vraiment c'est important, ce n'est pas du 50-50, mesdames. Alors, j'ai un petit spoiler. On aurait dû, avant de se mettre en couple, avant de se mettre à vivre ensemble, on devrait observer l'autre. Dans quel univers est-ce qu'il a baigné? Comment étaient ses parents? Est-ce que son père faisait le ménage ou pas? Est-ce qu'il était impliqué ou pas? Qu'est-ce que lui, il pense de ça? Quelle est sa vision? Quelle est sa vision de la répartition des tâches ménagères? Quelle est sa vision du couple, de la famille? Ce sont des discussions hyper importantes. N'hésitez pas à dire à toutes les jeunes femmes que vous connaissez de réfléchir à ça. Quand on ne se met pas en couple parce qu'on s'aime, on se met en couple aussi parce qu'on a des visions complémentaires, des visions communes par rapport à ces sujets hyper importants qui peuvent venir vraiment irriter au quotidien. Je ferme la parenthèse, c'est trop tard, vous êtes déjà en couple, vous n'avez peut-être pas pris le temps de discuter de tout ça avant, mais vous êtes ici. Et alors, il faudra peut-être organiser un agenda, un calendrier familial pour mettre en place les tâches de chacun. Les activités, les rendez-vous des médecins, qui accompagne qui à quel moment, qui s'occupe du linge, qui range ses petits vêtements dans les armoires. Ces tâches ingrates, répétitives, invisibles, ont incombé pendant des générations uniquement aux femmes. Le monde a changé, vous vous en rendez bien compte. Et les messieurs s'impliquent de plus en plus et on les encourage, on les remercie pour cela parce que c'est normal et c'est naturel de le faire. Donc ici pour moi, clairement, dans cette cinquième partie, on parlera bien de la répartition, non pas en fonction par principe, les femmes font ça, non, mais par affinité, par compétence, par envie, par élan de chacun. Ah, tu aimes faire la cuisine? Tu es un monsieur qui aime, c'est papa qui aime faire la cuisine? Eh bien, il s'en occupe. Maman, elle préfère peut-être, elle n'aime pas faire le mélange ou le ménage ou le linge. Peut-être qu'elle préfère s'occuper de tondre le gazon, de s'occuper de l'entretien des voitures. Peu importe, on écoute les compétences, les élans de chacun et on organise le quotidien en fonction de ça. Ensuite, s'il y a des périodes, des sources de tension, là c'est la sixième clé, on va plutôt aller chercher quels sont les besoins derrière. Donc si madame, elle a l'habitude de râler tout le temps, ouais tu descends jamais la poubelle, tu fais jamais ceci, c'est encore à moi de faire cela, au lieu de critiquer, on va aller chercher le besoin. J'ai besoin que tu sortes la poubelle tous les lundis à 6h30. J'ai besoin que tous les vendredis à midi pile, qu'il y a eu telle chose qui soit faite. Donc, non seulement on verbalise un besoin, mais en plus, on pose une date, on pose un moment et on en parle calmement, sans attaquer l'autre. Et d'ailleurs, ça vient sur la septième clé pour moi, qui est la communication. Communiquer, c'est écouter. Écoutez ce que l'autre est en train de dire, écoutez ce que l'autre est en train de vivre, écoutez ce que l'autre ressent, écoutez le monde de l'autre. Qu'est-ce que lui pense de tout ça? Qu'est-ce qui est important pour lui? Et communiquer, c'est aussi reformuler. Donc, si je comprends bien, tu veux dire que pour toi, la maison est propre quand on nettoie le frigo chaque week-end. Ah ben tiens, c'est curieux parce que pour moi, une fois par mois suffit. Et en sachant que celui qui a le plus besoin, ben, il peut prendre la responsabilité de son besoin. Donc, quand je reviens à mon exemple de celui-ci, si monsieur ou madame, hein, peu importe, trouve que le frigo pour lui doit être nettoyé chaque week-end, eh bien, il décide de le faire chaque week-end. Encore et surtout si l'autre conjoint estime que une fois par mois, une fois tous les 3 mois suffit. Donc, on ne peut pas dire, moi j'ai besoin que le frigo soit nettoyé chaque semaine, donc tu le fais. Alors que pour l'autre, une fois par an suffirait. Non, on s'occupe chacun de ses propres besoins. Dans la communication, il y a aussi donc
Donc, j'ai dit écouter, reformuler pour être sûr d'avoir bien compris, donc ne pas faire de suppositions. Et troisième clé dans la communication, faire des demandes. Faire des demandes, c'est arrêter de faire des critiques. Arrêter de dire, oui, ben toi, tu fais jamais ceci, toi, tes chaussettes, elles sont toujours lancées par terre. Oh, moi, j'en ai marre que le lit ne soit pas, tu ne fais jamais le lit. Non, c'est faire des demandes, c'est j'aimerais bien que tes chaussettes soient dans le bac à linge sale. Je souhaiterais vraiment que quand tu sors du lit, que tu rabats, que tu fasses le lit en sortant. Pour moi, je serais vraiment, j'apprécierais énormément qu'en sortant de la douche, tu ne jettes pas la serviette par terre en plein milieu du couloir. Donc, sortir des critiques et faire des demandes claires, simples, sans utiliser le tu qui tue. Un petit peu de communication non violente. Ensuite, toujours au niveau de la communication, je trouve hyper important de remercier l'autre. De vraiment aller en gratitude. Vraiment dans « Oh, merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Oh ma chérie, merci d'avoir rangé mon linge. Merci d'avoir repassé ma chemise. » Pas un merci machinal, mais un merci qui descend dans le cœur. Vraiment pour montrer qu'on apprécie ce que l'autre est en train de faire. Ça encourage, ça amène de la reconnaissance, de la gratitude. Ça valorise ce que l'autre fait. Ça le motive à continuer. Donc plus des remerciements, des demandes, que des critiques, des râleries, des bouderies. L'art de la communication bienveillante. Ensuite, j'arrive à la 7e et dernière clé qui est une clé personnelle. Moi, je me souviens au tout début de mon mariage, j'avais mon mari qui me disait, voilà, on avait des petites disputes par rapport, quand les enfants, quand ma fille est née évidemment, quand il y a un enfant dans la famille, en général, ça change la logistique du quotidien. Et mon mari se plaignait du fait que lui n'appréciait pas quand il rentre à la maison, il trouve parfois une peluche près de l'escalier, il trouve un petit Lego près du canapé dans le salon. Et ça, vraiment, ça le stressait énormément. Et moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que je me forme avec les langages d'amour. Et j'ai découvert que le langage d'amour de mon mari, est les services rendus, son langage d'amour principal. Et alors, quand quelqu'un a les services rendus comme langage d'amour, ben, il a besoin qu'on lui rende ces petites attentions du quotidien, ces petits riens qui font qu'ils se sont aimés. Donc, ranger les Legos, oui, nettoyer la maison, avoir un espace de vie clair, dégagé, est tellement important pour lui. Ils se sont aimés, valorisés. Je remplis son réservoir quand je fais ça. Alors, quand moi, j'étais dans le déni, que je me disais, mais enfin, mais c'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'il y a un Lego par terre que ça veut dire que je ne t'aime pas. J'étais vraiment dans mais de quoi tu me parles? Eh bien, ça ne fonctionnait pas dans notre couple. Donc, c'est vraiment important de chercher à savoir quel est le langage d'amour de votre conjoint. Et j'ai mis un petit lien là au-dessus de la vidéo pour que vous puissiez aller voir quels sont les langages d'amour. Ça vient d'un livre de Gary Chapman, les 5 langages d'amour. Quand on découvre le langage d'amour de son partenaire, ça change toute notre relation, ça change la dynamique relationnelle de ce qui se passe entre nous. Et donc, si votre conjoint ou vous-même avez comme langage d'amour les services rendus, il se peut que vous ayez cette sensation-là que, ben, je fais tout, je fais plus que toi. Malgré, je fais des choses pour toi, je rends service et je sens que tu ne l'apprécies pas à sa juste valeur. D'ailleurs, la personne qui m'a écrit, elle mettait, il a parfois l'impression d'avoir géré, lui, les enfants, mais ne voit pas ce que je fais en amont ou à côté pour que la logistique coulisse bien. Je suis juste parfois épuisée et j'aimerais qu'il prenne le relais. Tout ça, à mon avis, ça parle un petit peu de son langage d'amour qui est les services rendus. Elle a besoin de ces petites attentions qui remplissent son réservoir. Donc, c'est important de communiquer, de partir de nos besoins. Moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que tu fasses le biberon le soir. J'ai besoin que la nuit, tu te réveilles au moins une fois. J'ai besoin que tu amènes notre enfant aux activités du mercredi après-midi. J'ai besoin de me sentir écoutée, épaulée. J'ai besoin de sentir qu'on est une équipe et que tous les deux nous fonctionnons ensemble. Donc, quels sont tes besoins de maman épuisée? Connecte à tes besoins et communique à partir de là. Ça va changer tout.
Parce que tu sais, ton homme, il ne peut pas deviner ce qui se passe dans ta tête. Prends soin de toi. Si tu as aimé cette vidéo, partage, échange avec moi en commentaire. Je te répondrai toujours avec plaisir. Et surtout, prends soin de toi. Quand maman va, tout va.